Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce séminaire Innover en management. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir François-Xavier de Vaujany, professeur à l'Université Paris-Dauphine, PSL, qui va nous parler d'apocalypse managériale. Je vais le laisser se présenter plus en détail selon ses souhaits et on va passer donc jusqu'à 10h30, un moment de discussion intense autour du management, de son histoire et de qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'histoire du management. Et même, tu as parlé de philosophie de l'histoire du management. Donc François-Xavier, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et c'est à toi pour une petite heure à ta convenance. Merci beaucoup Albert pour cette invitation. Merci au Cercle de l'innovation. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur un livre et sur ce livre. Qui n'a pas été un projet comme un autre, j'espère que vous allez le sentir. Voilà, en amont, ça a été 5 années de préparation, avant un sabbatique à New York, dans des conditions sur la fin assez inattendues, mais voilà, qui ont beaucoup nourri assez paradoxalement le livre, en tout cas le dernier quart du livre. Voilà, c'est le genre de projet que j'avais derrière la tête depuis très très longtemps. Un projet, je dis parfois, dont j'ai pas trop honte. Il y a beaucoup de choses que j'ai écrites quand je les relis. Voilà, si je pouvais soit réécrire, soit y mettre à la poubelle, j'en serais très très heureux. Là, je voulais faire quelque chose sans concession. Donc je suis allé au bout d'un livre, parfois au grand agacement même de mon éditrice. Voilà, j'ai tenu à tenir ma ligne jusqu'à avoir un premier éditeur avec lequel ça a cassé. Parce que ce n'était pas la longueur qui était attendue, ce n'était pas le fond. Je dis tant pis, cette fois-ci, je ne veux pas sacrifier une certaine idée que j'ai dans un projet. Voilà, il y a eu plein d'accidents pour arriver au bout de cette route, mais cette fois-ci, c'est des accidents dont je suis fier. Alors, ce livre, il est centré sur une période assez effrayante de notre histoire. Je dis bien notre histoire. On a tous quelque chose dans notre passé, notre présent, notre futur. On a tous des affects qui sont liés à cette horrible période de l'histoire. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et avant d'entrer dans cette boîte noire du management, en lien avec la mobilisation industrielle, avant d'aller vers une histoire spécifique du management, j'aimerais juste faire un avant-après pour bien faire mesurer l'intensité de cet événement historique, cette intensité absolument incroyable. Avant la guerre, pour l'acteur principal qui est au cœur de mon histoire, qui est le point de départ et le point d'arrivée de mon histoire, c'est-à-dire les États-Unis, ce pays est la 19e puissance militaire mondiale derrière la Hollande. Quelques mois avant la déclaration de la guerre, on voit une photo sur une couverture du Times avec des militaires américains en train de s'entraîner avec des fusils en bois sur cette couverture du Times. Et pas pour faire joli, pas pour donner un effet romantique, tout simplement, il n'y avait pas assez de fusils à remettre aux militaires dans cette phase de manœuvre. Donc c'est la 19e puissance militaire mondiale. C'est un pays qui est dans une crise économique lancinante. En 1937, la crise économique qui s'était, donc suite à la Grande Dépression de 29, la crise économique repart, le chômage repart à la hausse, il est en 1938 à 19%. Le pays est pris dans une crise institutionnelle très forte, et c'est là où c'est passionnant, je ne m'attendais pas à trouver ça, c'est que cette crise institutionnelle et politique des États-Unis, elle est indémêlable d'une histoire du management. Et elle est indémêlable de ce que je vais préciser un peu plus loin, le Brownlow Committee, la managérialisation de l'État américain, avec beaucoup de malentendus sur le New Public Management des années 70, la managérialisation de l'État, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Après la guerre, voilà, mon idée c'est toujours un avant-après, les États-Unis sont la première puissance militaire au monde, incontestablement, loin devant les autres, en ruine. La moitié du PIB mondial est américain. Le taux de chômage est tombé à 1%. Économiquement, voilà, dans cette boîte noire, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, si je zoome maintenant sur le management, et j'aurai l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail, c'est tentant de faire un avant-après.
Avant la Seconde Guerre mondiale, le management scientifique traverse une crise de légitimité profonde. Ça, pour moi, professeur de management, c'était quelque chose dont j'avais absolument pas conscience. C'est-à-dire l'état de contestation, l'état d'illégitimation, l'état même d'illégalité du management aux États-Unis dans les années 30, les années 40. Je vais revenir sur ça. Voilà, j'ai découvert dans mes archives des choses incroyables. Une discipline complètement balbutiante, à deux doigts d'exploser, qui est à peu près convaincue qu'elle ne va d'ailleurs pas durer. Je pourrais vous montrer en off tout à l'heure quelques archives qui sont assez troublantes sur ça. Il y a une crise de légitimité très très profonde, même s'il faut bien s'entendre évidemment sur ce qu'on appelle le management. Et la première des cibles, c'est ce qu'on appelle le management scientifique. Je reviendrai sur des éléments de terminologie. Il y a, voilà, même de la part du Sénat américain, des actions qui sont très très violentes contre le management, indissociable de la figure de l'exécutif américain et du président et d'un certain nombre de réformes qu'il porte. Après la guerre, si on fait un avant et un après, c'est troublant. Le premier ban sénatorial, c'est 1911. La levée des bans sénatoriaux d'interdiction dans les Navy Yards de la pratique du management scientifique, c'est 1946. C'est la fin de la guerre. Pour un avant-après, les dates démontrent quelque chose d'assez évident. On a le retour d'un discours positif, non pas sur le management scientifique, non pas sur l'administration, mais sur un phénomène un peu plus total, que je vais essayer de caractériser, qui est le management. Et on a la mise en place d'une géopolitique américaine très ancrée sur le management. Je relisais en arrivant dans le métro un article sur la DITP, les marchés publics remis auprès de cabinets de conseil américains, etc. Voilà, il y a des liens sur lesquels je serais ravi de revenir s'il y a des questions sur l'histoire du consulting et cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue géopolitique, c'est assez troublant. Alors, au milieu de tout ça, on a un phénomène. Voilà, si vous me demandez, mais c'est d'accord, avant, après, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène transformatif qui est au milieu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la mobilisation industrielle américaine. Ce n'est pas la première, il y en a une pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, excusez-moi. D'après certains historiens militaires que j'ai rencontrés, on peut aussi considérer que la guerre civile, la guerre de sécession, a été une forme de proto-mobilisation industrielle. Il y a eu beaucoup de choses dont on prit conscience et qui ont marqué l'histoire industrielle américaine, une militarisation de l'appareil industriel américain qu'on peut aussi faire remonter à ça. Mais incontestablement, il y a un changement d'échelle qui est aussi un changement de nature. C'est pas la même puissance. Le graphique que je vous présente, à mon avis, est suffisamment expressif d'une idée centrale. Si vous regardez 1940 donc là sur le graphique, vous avez en détaillé l'ensemble de la production d'armement américaine par compartiment, des tanks, des munitions, etc. Et comme vous pouvez effectivement le constater, au début des années 40, les États-Unis, en termes d'industrie d'armement, d'industrie militaire, c'est pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Et là, vous avez en quelques temps, moi c'est un phénomène qui me fascine. Quand on me demande pourquoi j'ai écrit ce livre, moi passionné par la Seconde Guerre mondiale, j'ai des arguments philosophiques, mais j'ai aussi un argument historique, c'est que cette histoire de mobilisation industrielle, c'est un truc même existentiellement, moi que je trouve complètement fou. Imaginez, d'un seul coup, vous allez dire à des dizaines de millions d'employés dans des usines, d'employés de bureaux, de travailleurs dans les champs, des hommes, vous les faites partir à la guerre. Et d'un seul coup, des millions de personnes dans un appareil économique disparaissent, et en un temps record, il faut les former. En même temps, mais imaginez existentiellement, managérialement, ce que ça veut dire. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque existentiel comme choc pour le management. C'est existentiellement transformatif. Non seulement il y a un grand vide qu'il faut remplir, et là, en tant que prof de management, on devine tout ce qu'il y a derrière. Il faut les former à des techniques de gestion, il faut ordonner tout ça, il faut planifier tout ça, voilà, il faut former à du management, il faut faire du management pour gérer ce grand vide et cette reconversion. Ces hommes qui partent, on va les remplacer par des femmes, par des acteurs des minorités. Alors dans l'appareil industriel, surtout des Afro-Américains, dans les champs, surtout des personnes d'origine mexicaine. On va mettre au travail des handicapés. Imaginez, en termes de laboratoire social, dans une société qui était fracturée, où les inégalités sociales étaient très fortes, où la ségrégation.
raciale était quelque chose de très très fort. Imaginez la puissance de ce laboratoire social. Et pour les quelques acteurs, dont les profs de management, j'ai découvert que dans beaucoup des réseaux et des officines, des agences qui ont été au cœur de ce travail, on va retrouver beaucoup de profs de management ou de gens qui vont prendre un titre de professeur de management juste après la guerre. Imaginez le jouet. Bon, c'est pas le bon terme, mais c'est pour faire passer l'idée. L'espace d'expérimentation, l'échelle d'expérimentation incroyable pour des profs de management. Surtout que le management, à l'écoute, l'oreille d'un président américain, Franklin Delano Roosevelt, qui a très bien compris ce que c'était, qui a très très bien joué. C'est peut-être indirectement le plus grand manager que j'ai rencontré dans ma vie. Si je me base sur un certain nombre de lectures, son sens du management, de ce que c'est, est absolument troublant. Et là, vous avez une photo que vous avez peut-être reconnue, qui est William Knudson, qui est un des grands acteurs de l'industrie automobile américaine, une personne d'origine danoise que Franklin Delano Roosevelt et son administration vont rapidement contacter, et qui va être une des figures les plus importantes. Voilà, ce capitaine d'industrie va être une des grandes figures managériales de cette mobilisation jusqu'à l'épuisement. On a retrouvé des stats de ses déplacements en avion, en voiture, c'est inhumain. On se demande quand est-ce qu'il dormait, on se demande quand est-ce qu'il se reposait. Voilà, son corps était tout le temps en mouvement, en train de visiter des usines, motiver des équipes, définir des objectifs, les réajuster, co-inventer des dispositifs de management et des techniques de planification, travailler avec des chercheurs, des universitaires, avec des consultants. C'est un moment de catalyse du milieu du consulting qui est très important. Donc, dans ma boîte noire, dans mon avant-après macroéconomique, microéconomique précédent, il faut imaginer ce graphique, cette bombe atomique conceptuelle, de pratique, d'expérience qui est en train d'exploser. Alors, l'argument que j'ai essayé de construire et de défendre dans le livre, j'ai envie de le présenter de la façon suivante. Ce qu'il y a au milieu de ma boîte noire, c'est cette mobilisation industrielle, c'est cet événement qui en fait commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. On peut la relier à la Première Guerre mondiale et notamment à des leçons qui ont été tirées de la Première Guerre mondiale. On peut la faire durer bien sûr jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ou comme certains historiens au tout début de la guerre froide, qui est aussi une posture que je trouve intéressante, aller jusqu'aux années 50 voire aux années 60. Et dans mon livre, la thèse centrale que je défends, c'est que ce management, qui n'est plus principalement un management scientifique, ce management, il se transforme et il devient quelque chose de l'ordre d'une rencontre entre le management et la digitalité, notion que je vais avoir l'occasion de préciser. Je pense que le management du présent de la Seconde Guerre mondiale, c'est encore le management de notre présent. Et c'est ce que j'ai envie d'appeler un management digital ou un management digitalisé. Notion que je vais avoir l'occasion, bien sûr, de préciser. Donc voilà, en résumé, dans ma boîte noire, il y a ce phénomène de la mobilisation industrielle qui est transformatif, qui incarne une métamorphose. Et pour moi, le cœur de cette métamorphose, c'est une rencontre entre un management qui n'est plus vraiment, ou très secondairement, un management scientifique, et la digitalité, notion que j'aurai l'occasion de préciser. Là, voilà, je ne veux pas passer trop de temps sur ça parce que ça peut vite devenir ennuyeux. Mais juste pour vous montrer toutes les archives sur lesquelles j'ai travaillé, il y a des côtés de mon caractère qui sont très obsessionnels. Donc, imaginez ces 5 années, les murs de mon bureau, les sols, la salle à manger, etc., au grand plaisir de ma femme, de ma famille, d'amis, etc. Mais voilà, quand imaginez les dizaines, voire les centaines de milliers de pages, je pense m'être un peu tué les yeux sur cette histoire-là. Voilà, quand je commence quelque chose, je n'arrive pas sur un projet intellectuel, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Donc là, vous avez les 3 principales archives que j'ai traitées. Des archives sur l'histoire institutionnelle du management, qui est un compartiment, je trouve, sur lequel j'ai été surpris de trouver très peu de choses. Donc voilà, pour vous donner un petit secret de cuisine, depuis 2 ans, voilà, j'ai pu commencer à constituer un collectif, et c'est une chose sur laquelle on travaille. Et là, pour le livre, j'ai surtout travaillé sur 3 archives. Les archives de l'American Management Association, très importantes, grand réseau de coordination pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours extrêmement important aux États-Unis, très très important. Deuxième réseau, donc ça c'est un réseau plus professionnel. Le deuxième réseau très important, connaissent bien les universitaires, c'est l'Academy of Management,
Voilà, je ne savais pas que l'Academy of Management naît réellement quelques jours après Pearl Harbor, dans l'ambiance de Pearl Harbor, dans les locaux de NYU. Si vous regardez le site qui raconte l'histoire de l'Academy of Management, vous verrez qu'étrangement, cet épisode de la création est gommé de l'historiographie officielle. S'il y a des questions, je serais ravi de revenir sur ça et de vous proposer quelques hypothèses. Et puis la Society for the Advancement of Management, qui elle-même intègre l'ancienne Taylor Society, qui a été fusionnée avec une société savante d'ingénieurs au milieu des années 30, voilà, sur lesquels par contre il y a beaucoup plus de travaux d'historiens sur la SAM ou sur la TS. Donc ça c'était le corpus sur l'histoire institutionnelle. Sur l'histoire industrielle, alors évidemment là j'ai eu un grand vertige quand j'ai commencé à découvrir ce que les historiens en économie avaient fait en histoire d'économie industrielle, en histoire du management, en histoire organisationnelle. Voilà, il y avait énormément de travaux, donc j'ai cherché, en me faisant bien accompagner, bien coacher, j'ai cherché des points d'ancrage qui soient résonnants avec ce sabbatique aussi à New York dans lequel je me projetais. Et je me suis essentiellement concentré sur un corpus d'archives écrites et orales du Brooklyn Navy Yard. Alors, tout est détaillé dans les annexes du livre à la fin. Un journal de retail qui était un petit bijou que j'avais repéré en accès libre dans la bibliothèque de NYU. Alors ça fait, quand vous additionnez tous les volumes, ça faisait à peu près ça de hauteur. C'était un petit peu impressionnant. Ça a été la mauvaise surprise en arrivant. Et puis d'autres éléments, notamment d'expos universelles, d'événements qui ont été organisés sur New York. Et puis, ça ne fera pas partie de ce que je présente aujourd'hui, la partie fictionnelle, la partie histoire intime de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est le premier tiers du livre. Je voulais raconter une histoire à hauteur de femmes et à hauteur d'hommes. J'ai collecté d'autres archives plus spécifiques à mes personnages, à une micro-histoire new-yorkaise. Donc, les personnages sur la partie fictionnelle du livre, c'est James Burnham. Donc, j'ai envie de dire une figure assez fondatrice de notre discipline, qui est là en plein milieu de mon histoire à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a les pieds sur le sol de mon histoire. C'est, et que ça a été émouvant, Antoine de Saint-Exupéry, qui est à New York exactement sur cette période de la Seconde Guerre mondiale, pendant la mobilisation industrielle. Et puis Norbert Wiener, notamment par l'intermédiaire de la fondation de Massy. Et voilà, ce que je ne m'attendais pas à découvrir, j'ai un gros problème avec l'espace, je peux construire une sensation de l'espace qu'avec mes jambes. J'ai mal à être dans l'abstraction sur ça. Et donc j'ai été très surpris en étant sur mes différents déplacements et épisodes de vie à New York, de découvrir que tous ces personnages, non seulement ont été à New York au même moment, mais ont été dans des lieux d'habitation à quelques blocs, se sont côtoyés. Et que, encore plus étrange, tous les grands moments de l'histoire américaine du management sont dans le triangle de leur histoire. Par exemple, un des grands moments fondateurs de l'histoire du management, c'est cette réunion le 11 novembre 1910 au New York Athletic Club, où Friedrich Taylor va regrouper une bande de copains. Et ça va être le début de l'aventure de la Taylor Society. Ça, c'est un bloc à côté de l'appartement où va habiter Saint-Exupéry quand il va venir à New York. C'est dans une partie de Manhattan complètement liée. C'est pas neutre. Je ne dis pas ça juste pour faire de la poésie. C'est que je me suis vraiment rendu compte qu'on comprend un maillage social, on comprend une émotion, un affect commun. Voilà, c'est pas juste des coïncidences troublantes que j'aimerais évoquer. C'est que je pense que ces proximités géographiques témoignent aussi d'autres choses. Donc voilà, il y a pas mal d'archives que j'ai utilisées, que je ne détaillerai pas, juste en lien avec une conversation que j'avais avec Albert juste avant de commencer cette présentation. C'est vrai que je me suis posé la question, quand il a fallu réfléchir au personnage que j'allais mettre dans cette histoire, la question de Peter Drucker. Je me la suis beaucoup posée, surtout sachant qu'à NYU, il y a un fonds Peter Drucker, déjà bien fait, traité par des historiens. Et il y a même un moment, j'étais plutôt parti sur ça, avant de découvrir un fonds de lettres extraordinaire d'échanges entre Trotsky et James Burnham, un fonds de lettres incroyable, où là, il y a beaucoup de choses qui se révèlent, et c'est avant l'écriture de Managerial Revolution, et encore plus extraordinaire comme livre, The Machiavellian, un livre que va écrire en 1943 James Burnham. Et quand j'ai découvert cet autre fonds d'archives, pas traité du tout, relativement négligé, que j'ai découvert en échangeant avec des profs de NYU, que précisément tous me parlaient de Peter Drucker, mais assez peu connaissaient même l'histoire. Voilà, je pense que NYU n'est pas très arrangé par l'évolution personnelle, un certain nombre d'histoires qui ont concerné James Burnham.
Il y a peut-être dans le fonds de commerce de la Stern ou d'autres, c'est peut-être un peu plus arrangeant. Voilà, c'est une hypothèse qui est complètement personnelle et qui n'engage que moi. Voilà, peut-être un marketing plus arrangeant dans la direction de Peter Drucker que James Burnham. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous livrer une hésitation d'Archie. Alors, si je rentre dans le moment historique qui était au cœur de ma boîte noire, la première chose sur laquelle j'ai envie de réinsister, c'est cette histoire de management illégitime et même illégal avant la Seconde Guerre mondiale. En 1911, le Sénat américain, donc c'est du dur, hein, je ne vous parle pas d'un truc dans un journal, d'un effet réputationnel, je vous parle de dur. En 1911, le Sénat américain vote le premier ban sénatorial d'interdiction de la pratique du management scientifique dans les Navy Yards. Quand on connaît l'histoire américaine, l'histoire militaire, l'histoire industrielle américaine, c'est la plus symbolique de toutes les mesures. Les Navy Yards, c'est très important. Pour un pays qui est borné par 2 océans, dont la géopolitique est très conditionnée par la mer, dont la sécurité intérieure est très liée à cet appareil, dont beaucoup d'innovations et de pratiques industrielles sont indissociables de cet appareil, sur lequel le pays d'ailleurs a sa principale compétence d'armement militaire. Des bateaux militaires, il savait faire. Des tanks, des avions, pas vraiment. Donc c'est une mesure extrêmement importante. Alors il y a plusieurs déclencheurs à ça. À nouveau, New York est partout dans mon histoire. Un des grands déclencheurs, c'est un incendie qui a lieu au Triangle Westfest Factory en 1911. C'est un incident effroyable. 146 personnes vont mourir brûlées, beaucoup de femmes vont sauter par des fenêtres. C'est absolument effroyable, avec un management qui aura bloqué les portes, qui avait spatialisé pour favoriser le contrôle des espaces, qui crée une insécurité récurrente. C'est une histoire effroyable qui va vraiment traumatiser New York. Et quand New York est traumatisé, c'est l'appareil décisionnel, en tout cas à cette époque, tout entier qui est sous le choc. Il y a aussi beaucoup d'accidents dans les Navy Yards eux-mêmes, des accidents effroyables. C'est pas rare, je reviendrai sur ça sur le Brooklyn Navy Yard, mais de perdre des yeux, d'avoir un bras arraché, des doigts écrasés, des doigts de pied écrasés. C'est d'une banalité incroyable. Les accidents du travail que j'ai découverts sont absolument effrayants. Mais là, c'est quand même la vitrine des États-Unis, c'est très important. Peut-être que la Taylor Society, Taylor lui-même, aurait dû s'y prendre un peu différemment par rapport à ce point d'institutionnalisation du management qui lui est vite revenu vers la tête. Et donc entre 1911 et 1946, il va y avoir tout un bras de fer qui va se mettre en place entre le Sénat américain et le management, et ses principaux interlocuteurs vont rentrer dans la danse à peu près tous les grands réseaux, toutes les grandes figures du management. Évidemment, Taylor lui-même est convoqué en 1912. Toutes les grandes figures, par leur pensée, sont convoquées. On va convoquer la pensée de Fayol, on va convoquer la pensée de Chester Barnard, on va convoquer la pensée de tous les grands auteurs du management pour essayer de défendre cette citadelle. Et cette histoire, elle va se terminer qu'en 1946 avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va terminer le débat, clôturer le débat, c'est la mobilisation industrielle elle-même. Je ne rentrerai pas dans le détail du débat. Retenez une chose qui n'est pas anecdotique, c'est un des éléments les plus contestés, ce sont les pratiques de chronométrage. C'est le calibrage du geste, c'est le chronométrage du geste, c'est la pression sur le geste, c'est la pression insupportable sur les corps, visibilisés, mis dans des spatialités d'hypercontrôle. Voilà, il y a beaucoup de débats sur la partie humaniste, parce qu'attention, je n'aurai pas beaucoup de temps malheureusement à consacrer sur ça. Il y a aussi une dimension très politique. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert, notamment dans des articles de sciences politiques, c'est qu'en arrière-plan de tout ça, il y a aussi un bras de fer entre le pouvoir exécutif américain et la figure de Franklin Delano Roosevelt, qui veut du management, qui veut managérialiser l'État américain. Je vais vous montrer des graphiques, je pense, assez clairs sur cette tendance. Et puis le Sénat, qui lui ne veut pas ce pouvoir-là. Il y a, quelque part, pour faire court, le management est pris en otage derrière un bras de fer qui est un bras de fer très politique. Donc il y a toute cette succession de bandes. Là, je vous ai juste reproduit un graphique. Je pourrais vous présenter plein de matériaux et en off sur une partie non enregistrée. Voilà, ce sera une façon de vous dire un grand merci pour être physiquement présent aujourd'hui. J'y tiens pas sur l'enregistrement, mais en off, je vous présenterai aussi des archives qui vont, pour la première fois, des archives qui vont dans ce sens-là. Là, plus simplement, je vous présente juste une courbe toute simple de Ngram Viewer.
sur l'occurrence du terme scientific management dans le corpus de livres anglo-saxons américains. Donc vous voyez que voilà, ça explose au début du XXe siècle. Il y a une chute, mais vraiment on retrouve tout ce débat et toute cette illégitimation et même illégalité du management scientifique aux États-Unis. Vous voyez une légère reprise. C'est quoi? C'est la Seconde Guerre mondiale. Et puis un encéphalogramme plat après. Alors, j'ai envie aussi, toujours dans cet épisode historique, je vous disais qu'il y a quelque chose de très politique dans cette histoire. Il y a un duel incontestable entre le Sénat américain, donc le législatif américain, et l'exécutif. Ça, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la conversation, donc sur mes passages aux États-Unis, je l'ai refait pendant 2 mois l'été dernier. Ce que je cherche, j'ai rencontré beaucoup d'universitaires américains de plein de disciplines, et quand on est à New York, c'est ça qui est génial, c'est pas compliqué. Et en discutant avec des politologues, même des spécialistes d'histoire ou de droit constitutionnel américain, je ne m'attendais pas que de leur point de vue, de leur histoire, le management soit aussi présent. Eux-mêmes ont conscience de ce que je vais vous dire maintenant. Donc l'exécutif américain, sur cette époque, tente de se managérialiser, tente de légitimer le management. Franklin Delano Roosevelt, on rêverait tous d'une telle écoute politique, d'un pouvoir politique en France ou ailleurs, autant sensible à la dimension politique, à l'importance politique du management, est très à l'écoute de cette question-là. Il veut, du point de vue de l'État fédéral américain et de sa propre administration, qui à l'époque n'est encore qu'un secrétariat, je vais vous montrer 2 graphiques qui le montrent très clairement, il veut créer un appareil managérial à Washington, un petit peu à New York. Et vous connaissez certainement cette histoire-là du Brownlow Committee, qui va mettre en place, qui est un comité d'experts dont le but est de faire des propositions pour managérialiser, si je la fais courte, l'État américain. Il y a des acteurs qui sont connus dans ce comité. Un qui est très connu en management, il s'appelle Gulick. Et Gulick, on le connaît très bien en management, pas simplement parce que c'est un des très grands théoriciens du management, notamment nourri par les idées françaises de Fayol, mais aussi parce que c'est le cofondateur d'une revue qui s'appelle Administrative Science Quarterly, qui est probablement la plus grande revue académique de management et de sciences administratives. Donc ce comité réfléchit, fait des propositions, il y a beaucoup d'échanges très tendus. Je vous la fais courte, mais c'est incroyable. Le bras de fer, les allers-retours avec le Sénat, les auditions, c'est très tendu, avant d'arriver à ce Reorganization Act de 1939. Et si vous me demandez c'est pour ça que la guerre est partout, si on l'oublie, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui va donner un levier, évidemment, à ce comité pour pousser ses propositions? C'est la probabilité de plus importante que la guerre arrive. Franklin Delano Roosevelt, je la fais courte, il aurait dû probablement perdre ce bras de fer. Mais on a conscience qu'il va falloir faire une grande mobilisation patriotique. Il faut un État fédéral, ce n'est pas chaque État qui va envoyer des milices se battre. Il faut plus que jamais professionnaliser l'armée américaine, entrer dans une mobilisation industrielle qui est totale. On a besoin de ce management. Alors 2 graphiques voilà, qui, pour moi, illustrent bien tout le propos. Là, vous avez l'effectif exécutif central, principalement localisé à Washington, son évolution par mandat. Donc là, vous voyez Hoover, Coolidge, et là, vous voyez ce qui se passe avec Roosevelt. Donc, je vous la fais courte. On passe de quelques dizaines de personnes qui étaient un secrétariat de la Maison-Blanche à une administration de 200 000 personnes. Je vais vous poser une question. On les trouve où? On les forme comment? On les forme à quoi, ces 200 000 personnes? À du management. On va chercher qui pour faire ça? La Harvard Kennedy School? Ben non. On va chercher des écoles, des business schools. Ah, c'est un marché aussi que je suis en train de vous montrer là. Si vous imaginez, en plus de ces chiffres-là, ce que disent certains historiens militaires américains, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi former entre 200 et 300 000 officiers de management ou cadres de management en dehors de cette structure-là. Vous imaginez, pour nous, profs de management, d'un seul coup, le marché, c'est pas grand-chose, et d'un seul coup, avec des budgets fédéraux, une incitation, nos limites, tout ça, c'est aussi un marché. Vous imaginez le point d'impulsion pour l'histoire de notre discipline. Évidemment, c'est une question, une critique qui est faite à ce que, je vais me faire l'avocat du diable de ce que je vous dis. On me dit souvent, à juste titre, n'oublions pas qu'il y a eu des équivalences sur la Première Guerre mondiale. Évidemment, mais c'est mineur. On est dans un changement d'échelle qui est un changement de nature, et ça n'a pas enclenché
le management de la même façon. Ça a enclenché des choses. La Taylor Society a aussi été boostée par cet épisode de la Première Guerre mondiale. Il y a évidemment des effets boost aussi sur cette haute mobilisation. Mais ce qui se passe là, regardez les chiffres. Les graphiques, c'est incontestable. Là, vous avez l'évolution, non pas des effectifs individus, mais des agences. Alors j'aurais beaucoup à dire, on parlait de Chapoutot tout à l'heure sur cette question des agences qui projettent sur l'Allemagne. Je serais ravi s'il y a des questions parallèles entre ce que je dis sur les États-Unis et l'histoire allemande et l'histoire du nazisme, de revenir sur des choses. Mais c'est un des points, voilà, s'il y a des questions, je reviendrai sur ça. C'est un des points sur lesquels il y a plein d'éléments de sa thèse qui me mettent assez mal à l'aise sur cette histoire et cette généalogie allemande, nazie, et des éléments. Voilà, j'ai lu le livre, j'ai aussi écouté beaucoup de ses interviews. Même si j'entends bien beaucoup de précautions oratoires, il y a des choses en termes d'histoire qui parfois me gênent un petit peu sur ce qu'il dit, notamment sur ces phénomènes d'agence, de décentralisation, de phénomènes allemands, etc. Toujours dans ce grand moment historique, dans cette boîte noire, il faut imaginer que les années 30 et les années 40 vont être le grand moment d'enclenchement des réseaux institutionnels du management. On ne peut pas comprendre l'histoire de la Society for Advancement of Management, l'histoire de l'Academy of Management ou l'histoire de l'American Management Association, les trois grands réseaux institutionnels américains, si on oublie cette mobilisation industrielle et si on met de côté cette Seconde Guerre mondiale. Alors pour faire court, la Society for Advancement of Management, je vous disais que elle est quelque part le résultat d'une fusion entre la Taylor Society, informellement créée le 11 novembre 1910, et une société d'ingénieurs américains. Voilà, il y a une fusion qui va se faire en 1933. Et cette société, on va la retrouver dans plein d'éléments de coordination, de planification, d'ordonnancement de la mobilisation industrielle. Beaucoup de ses membres clés vont être associés à ça. Dans cette partie d'archives off que je vous présenterai tout à l'heure, j'insisterai sur un personnage dont je ne connaissais pas l'importance et je pense qu'il faudrait lui rendre justice, même si là ça part d'ombre, c'est Arlo Persson. Je pense que quelque part, notre discipline lui doit énormément. Voilà, j'ai eu beaucoup, dans les critiques du livre qui ont été faites, notamment quand je l'ai présenté aux États-Unis, j'ai beaucoup d'historiens qui m'ont dit que j'exagérais son importance, que je lui attribuais des agences dans cette histoire qui était fausse. Les archives que je vais vous montrer tout à l'heure ont pour but de répondre à ça. Je vais vous démontrer que pour moi c'est complètement faux et avec des preuves, des archives, qui pour moi sont incontestables sur le rôle de ce personnage, donc qui est le deuxième président de la Taylor Society et qui va jouer un rôle capital dans le lancement de l'Academy of Management et capital aussi dans la mobilisation industrielle américaine, mais comme tous les autres. On a des compétences managériales, on est prof en business school, soit on est parti sous les drapeaux et on se bat, soit on est dans cet effort un peu plus administratif de coordination. Il n'y a pas de case neutre quelque part, sinon on est un salaud, un lâche, on n'est pas un patriote. Donc il n'y a pas d'autre case qui de toute façon pouvait exister. Donc la SAM va être très présente, il y a plein d'officines de coordination de l'effort militaire, on va retrouver des gens qui sont liés à cette structure. Je vous disais tout à l'heure, l'Academy of Management commence informellement son aventure en 1936. D'abord avec 2 réunions très très informelles, puis ça fera partie des archives que je vais vous montrer en off tout à l'heure, en 1938, une vraie réunion, cette fois-ci plus formelle, dont reste des proceedings que j'ai retrouvés et qui sont extrêmement bien faites. Bonjour. Et donc l'Academy of Management, je le disais il y a quelques minutes, ces statuts sont votés quelques jours après Pearl Harbor. Donc Pearl Harbor, c'est le 7 décembre. Les statuts, eux, sont votés le 30 décembre 1941. Donc dans l'ambiance de la guerre, dans une petite salle de NYU. Voilà. Et puis ensuite, en apparence, l'association va se mettre en pause, mais il faut comprendre que tous les gens qui ont commencé à se fédérer, en fait, Stéphanie Descartes parle parfois de ce qu'il faut comprendre dans le silence des archives. Là, dans ce silence des archives, de ce réseau de ces personnes qui maintenant se sont identifiées, coordonnées, il faut entendre un grand bruit, c'est qu'ils bossent. Ils sont à New York, ils sont à Washington, ils font de la formation, ils font de la conception d'outils de management. Ils sont dans un moment d'intensité de leur vie et de leur carrière très important. Ce que j'ai découvert dans les archives, qui est assez amusant, c'est la peur permanente, en particulier de l'AOM, d'être absorbé par
l'American Economic Association. Mais c'est tout le temps dans leurs échanges, puisque toutes les lettres ont été conservées, c'est de devenir une dépendance, un chapitre, une succursale. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Et ça, j'ai eu le déclic malheureusement sur la fin du livre. C'était trop tard. Si je l'avais vu plus tôt dans l'aventure, il y a des choses que je n'aurais pas écrites pareil. C'est de découvrir l'importance évidemment de Schumpeter aux États-Unis, qui juste après la guerre va devenir d'ailleurs le président de ce réseau, qui, au moment le plus clé sur la fin des années 30, est le président de l'association d'économétrie américaine. Et lui, c'est un hétérodoxe. Parler d'innovation, essayer d'entrer dans des processus qui résonnent beaucoup par rapport aux problématiques de cette époque, c'est important. Il y a des peurs par rapport aux économistes, mais ce qui commence à faire peur, c'est aussi une transformation de l'économie elle-même. Et en particulier, notamment ce type-là. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai compris trop sur le tard de l'aventure de l'écriture. Et puis, voilà, j'aurais pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais toujours dans cette partie d'histoire institutionnelle, ça a été notamment beaucoup été exploré et très bien exploré par McKenna ou Marie-Laure Salgelik. C'est l'importance, pour comprendre l'histoire des cabinets de conseil et l'histoire des business schools, de ne pas oublier, évidemment, l'importance de la mobilisation industrielle. Juste deux choses très rapidement. Sur les business schools, la grande différence entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les business schools américaines, elles ont fermé. Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, les business schools, elles sont restées ouvertes. La Harvard Business School a fonctionné à plein pour faire quoi? Ce qu'on appellerait un peu de la formation exécutive aujourd'hui. Il fallait former ces cadres de l'armée américaine, ces nouveaux cadres centraux que vous voyez sur mon graphique. Donc ça a tourné. Et là, je ne vous dis pas, en termes aussi d'expérimentation pédagogique, le changement d'échelle a nécessité d'innover. C'est incroyable, tout ce qui s'est passé dans cette boîte noire. Et pour faire court, voilà, McKenna et Marie-Laure ont déjà très bien expliqué tout ça. On ne comprend pas l'histoire du conseil en management aussi si on met de côté les années 30 et les années 40, en particulier la guerre. Pour faire court, qu'est-ce qui se passe d'important dans les années 30, en particulier en 33 et 34? Vous avez tous entendu parler de la Grande Dépression, tous entendu parler du Glass-Steagall Act, qui est une loi américaine qui sépare les activités de banque de détail et de banque d'investissement. Ce qui est moins connu et que McKenna a mis en lumière, c'est un autre volet de la loi qui interdit aux banques d'avoir une collusion entre leurs activités bancaires et des activités de consulting. Ce qui, à l'époque, était l'essentiel du marché. Une part très, très, très importante du marché américain était tenue directement ou indirectement par des banques. Et en fait, en faisant passer ce deuxième volet de décret, c'est ce qu'explique notamment McKenna très, très bien, ça, ce n'est pas des découvertes personnelles, loin de ça. Ce qu'explique McKenna, c'est que, quelque part, cette loi, elle a ouvert un espace de marché. Et ensuite, il fallait l'étincelle, il fallait que l'allumette craque pour faire brûler la nappe de gaz. Et l'étincelle, c'est la Seconde Guerre mondiale, qui a créé un marché avec des fonds publics quasiment à l'infini. Il fallait accompagner, il fallait former, il fallait consulter. Et évidemment, voilà, il y a deux temps assez intéressants à remarquer. Mais à nouveau, si on oublie la mobilisation industrielle et la Seconde Guerre mondiale, on manque quelque chose d'important. Je suis désolé, je parais un peu répétitif et bordé, mais vous l'avez compris, je reviens en fait sans arrêt sur l'argument central du livre. Et voilà le plus important et peut-être le plus effrayant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas répondu, je pense, à la question du comment. Comment, dans ma boîte noire, le management se relégitime et se reconfigure. J'ai été très descriptif. Là maintenant, et vous allez voir que les chiffres que je vais partager avec vous sont effrayants. Ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que cette relégitimation et cette reconfiguration du management sur la fin des années 30, pendant la mobilisation industrielle de la Seconde Guerre mondiale, et en fait aussi un petit peu après, elle s'est faite dans les corps des femmes, des hommes américains. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai été effaré de découvrir en allant vraiment vers des écrits, non pas de management, là vous ne les trouverez pas, je pense, dans des écrits de management, il a fallu aller vers des revues d'histoire militaire pour trouver ce que je vais vous raconter, et des livres édités d'histoire militaire, et me mettre en conversation. Alors ça a été un épisode délicieux de cette aventure, aussi de discuter avec des militaires, des officiers à la retraite américains, qui pour certains sont des passionnés, m'ont beaucoup aidé sur ces questions d'archives aussi.
Quelques chiffres. Entre 1941 et 1946, il y a 86 000 personnes qui meurent dans des usines américaines. J'ai bien dit 86 000 personnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 25% des tués sur le champ de bataille. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai en fait rien dit. Je vais aller plus loin. Il y a 100 000 personnes sur cette même période qui sont des blessés avec des blessures handicapantes. 100 000. Si je vais vers des blessures plus légères, il y a 500 000 personnes qui ont des blessures au travail, un demi-million de personnes qui ont des blessures au travail. Si, comme l'ont fait certains historiens, et merci à eux, il devrait y avoir une mémorialisation de ça, parce que c'est une histoire terrible qui concerne des minorités, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes, je vais revenir sur ça, qui sont dans cette histoire. Si on additionne, en partant d'un proxy qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui des arrêts de travail, si on part d'arrêts de travail, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont blessées dans des usines pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous donner un ordre d'idée, vous allez tout comprendre. Sur le champ de bataille, il y a 671 000 personnes qui sont blessées. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit pour mon histoire. Je vais la faire courte. Il y a plus de gens pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été blessés en travaillant sur des machines pris dans un management absolument infernal et hyper accéléré que de soldats qui sont morts au combat avec des fusils. Retenez cette phrase, tout est là. 2 671 000 personnes. Quand j'ai vu des comptes rendus, quand je suis rentré dans la matière brute des archives, je me suis dit, j'aurais pas tenu 1 heure. C'est affreux, tout ce que j'ai découvert, notamment en rentrant dans des archives du Brooklyn Navy Yard. C'est affreux. Comment ces hommes, ces femmes ont tenu. Il n'y a pas un village aux États-Unis après la guerre où il n'y a pas des estropiés. Ça a été gommé par l'iconographie américaine. Vous vous doutez que quand on est sur des chiffres comme ça se voit quand même. Bon, c'est quelque chose d'assez dramatique. Donc comment est-ce qu'ils ont tenu ? Là, si vous rentrez, ils sont très émouvants. Je vous conseille d'aller les écouter. En particulier les témoignages de ces femmes qui ont travaillé au Brooklyn Navy Yard. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont tenu ? Il y a plus de 17 millions de femmes qui vont être mobilisées dans cette guerre qui était aussi une guerre industrielle, tout simplement parce que vous avez votre mari, vous avez votre fils qui demain va peut-être mourir, vous avez peur d'ailleurs tous les jours de cet officier qui viendra sonner à votre porte pour vous annoncer que votre mari, votre fils, peut-être votre fille, 350 000 femmes sont aussi engagées sous uniforme dans l'armée américaine, ça a été aussi oublié. Donc vous vous dites, qu'est-ce que c'est que perdre un œil, d'avoir 3 doigts de pied écrasés, de perdre une main, de perdre l'usage d'un bras, peut-être même de mourir. C'est peut-être pire ce qui peut lui arriver dans son tank, dans son avion, etc. Donc on tient, et là je pense qu'il y a quelque chose phénoménologiquement qui est important. Le management devient américain et devient patriote. Et c'est quelque chose qui va devenir une émotion, un affect très très fort, évidemment aussi encouragé par toute une propagande. Mais on tient, parce qu'on est américain, parce qu'il faut tenir, parce qu'on fait ça pour son fils, sa fille, parce qu'on fait ça pour la démocratie, parce qu'on fait ça, pour reprendre l'expression de Franklin Delano Roosevelt, pour contribuer à l'arsenal de la démocratie. C'était une idée dans laquelle ces gens croyaient fermement. C'est une belle idée. Ils disaient, mais ça, c'est pas juste, je ne fais pas qu'un fusil. Je suis contributeur ou contributrice de l'arsenal de la démocratie. Alors, évidemment, en rentrant, là j'ai découvert des choses en termes de techniques de management, de pratiques de management, de quotidien du management, absolument incroyables. Et le fonds d'archives que j'ai découvert, pour une grande partie, venait à peine d'être numérisé. Donc j'ai eu le plaisir de travailler sur des archives pour un certain nombre qui étaient inédites. Pour donner un secret de coulisses qui était important, à peu près ce que je voulais être sur d'autres choses plus ethnographiques, auto-ethnographiques pendant mon sabbatique à New York, à peu près 80% de mes fonds d'archives, je les ai traités sur ces 5 ans de préparation avant de partir. Et une bonne partie du fonds du Brooklyn Navy Yard, en fait, je les avais traités avant de partir, donc également bien avant le début de la rédaction du livre. Alors le Brooklyn Navy Yard, il a une longue histoire, donc un lieu où on fabrique des bateaux. C'est une histoire qui remonte à la guerre de sécession, ça commence avec ça. Déjà à cette époque, il fallait fabriquer des navires et rapidement des navires de guerre. Il traverse une période au début des années 30 où on se demande si on ne va pas le fermer.
Et puis, il y a une décision très liée à Franklin Delano Roosevelt, toujours lui, très liée au milieu économique new-yorkais aussi, qui disent non, on ne va pas le fermer. Il se passe des choses en Allemagne, en Europe et surtout en Asie, au Japon. La guerre, elle va nous tomber dessus tôt ou tard. Hein, et on sait quel est notre point fort. C'est un appareil industriel, par ailleurs probablement protégé. Nous, on a 2 océans qui nous protègent. Et à l'époque, les moyens militaires permettent difficilement d'abîmer tout ça. Voilà. La grande force des États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est de ne pas avoir été bombardé, parce que c'était infaisable. Le reste du monde, tout ce qui pouvait être un concurrent économique est en ruine, et eux sont intacts. Donc, et en plus, les autres sont en ruine, et c'est un marché. Il faut reconstruire. Donc, tout s'emboîte assez bien. Et donc voilà, le Brooklyn Navy Yard risque de disparaître au milieu des années 30. Il y a une décision en particulier politique de Franklin Delano Roosevelt pour le maintenir en activité. Et on va passer, fin des années 30, il y a 7000 personnes qui travaillent au Brooklyn Navy Yard. À la fin de la guerre, au pic, on est à 71 000 personnes, dont 7000 femmes, et dont plusieurs milliers d'Afro-Américains, d'handicapés. J'ai découvert un truc horrible, c'est un certain nombre de soldats américains sont revenus du champ de bataille blessés, très abîmés. On les requinquait un peu, et qu'est-ce qu'on en faisait après? On les mettait dans les usines. Bon, tu n'es pas en état de te battre, mais par contre, tu peux tirer sur une manette dans l'usine. Donc j'ai découvert dans des comptes rendus et dans le journal du Brooklyn Navy Yard que, voilà, un certain nombre de soldats qui avaient déjà tout donné, qui étaient blessés, très abîmés. Voilà, une fois qu'ils étaient à peu près requinqués, ils faisaient partie de cet effectif. Voilà, il y avait une telle tension sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Voilà, c'est aussi l'âge d'or. Voilà, toute cette histoire est pleine de paradoxes. C'est aussi l'âge d'or des syndicats américains. Voilà, on est patriotes, mais sur les salaires, par contre, là, il va quand même se passer des négociations assez serrées, et tous ces gens-là sont en position de force. Et j'aimerais juste dire, je vais accélérer. J'accélère. Je vais raccourcir la suite. Je n'entrerai pas dans le détail, sauf si des questions le permettent, mais ce que j'ai découvert avec beaucoup d'émotion dans les archives, notamment ces archives orales, mais aussi les plans, je vais vous dire pourquoi, c'est l'importance incroyable dans cette légitimation de pratique de management des femmes. Il y a un avant et un après que j'ai découvert dans les archives, notamment en termes de pratique de sécurité. Sur le Brooklyn Navy Yard, il y a un étrange et très dangereux virilisme de la part des hommes par rapport aux lunettes de sécurité, aux chaussures de sécurité renforcées, quand quelque chose tombe sur... Et les personnes qui vont introduire, légitimer, expliquer, faire une formation par contagion sur ça, ce qui aura un impact sur les chiffres, c'est les femmes. Incontestablement. L'autre chose, voilà, donc je le disais tout à l'heure, sur 71 000 personnes, il y a 7 000 femmes. Ce que j'ai découvert de très incroyable et touchant, parce que ce n'est pas la même chose de le sentir dans sa tête que de commencer à le sentir dans ses tripes, c'est ce que c'est que de devoir trouver sa place dans un endroit où on n'a pas sa place, mais de la plus radicale des façons. Je commence à regarder les plans, donc je les retrouve tous, des plans absolument passionnants du site, des ateliers, etc. Et il y a un détail qui attire mon attention par rapport à des dates, c'est qu'il n'y a pas de toilette pour femmes. Alors je dis, tiens, c'est bizarre. Je retrouve des stats. Je dis, tiens, là, sur cette étape-là, il y a plusieurs centaines de femmes qui travaillent. Un petit peu plus tard, elles sont même certainement plus de 3000. Je dis, il y a quand même un truc de bizarre. Je creuse, je retrouve des bandes. Là, vous avez un extrait. Tout ce que je dis, je peux le prouver dans cette présentation. Un extrait d'une femme qui s'appelle Betty. Et il y a un truc que j'apprends à ce moment-là, c'est qu'en fait, pendant quasiment un an, il y a des centaines et bientôt plus de 3000 femmes qui vont être sur le site et il n'y a pas de toilette pour femmes. Et voilà, l'horreur est parfois dans la plus ordinaire des choses. On va travailler avec un corps. Et qu'est-ce que devaient faire ces femmes? Pour aller aux toilettes, il fallait être escorté par un homme. Pour aller aux toilettes, il fallait aller vers des lieux qui étaient principalement des toilettes pour hommes. Je ne vous fais pas un tableau. Il y a plein d'histoires extrêmement sordides qui sont racontées sur ces trajectoires, des négociations, des chantages, etc. Ça, juste cette anecdote, et beaucoup d'autres que j'ai découvertes, je me suis dit, mais moi, à la place de ces femmes, j'aurais pas tenu 1 heure. Quoi. Voilà. Puis il faut imaginer comment les premières ont été accueillies, quoi, à la fois perçues comme une menace,
pas crédible, pas dans la virilité qui était censée exister pour survivre sur un site comme ça. Voilà. Puis dans ces archives, au-delà de ça, j'ai découvert des choses incroyables, quoi. On vous dit, tel mois, 7 personnes sont éborgnées, 7 personnes ont eu un œil écrasé. Tel mois ou telle période, une femme qui avait mal ajusté le casque de sécurité a eu les cheveux pris dans une poulie, et je vous laisse imaginer ce qui c'est plein, mais des choses mais absolument effroyables, le vacarme, le bruit, la violence, et en même temps beaucoup de choses très touchantes. Ils ont tenu comment? Évidemment qu'ils ont été solidaires aussi. Évidemment qu'il y avait une solidarité très très forte, qu'on s'est serré les coudes, que ces femmes se sont serrées les coudes, que ces Afro-Américains se sont serrés les coudes, que ces hommes se sont serrés les coudes, qui se sont serrés les coudes entre eux. À bout d'un moment, il y a une solidarité, il y a peut-être une autre Amérique aussi qui pointe son nez dans cette histoire. C'est plein de choses aussi émouvantes dans un sens plus positif. J'ai découvert beaucoup de choses aussi, j'accélère, sur des pratiques de management d'une finesse que je n'attendais pas, notamment ce que certains ont appelé un travail temporel. Je vais faire très court et vous lire une archive que j'ai moi-même traduite, et un travail temporel qui est lié à la question du sens au travail. Il n'y a pas plus actuel, on a en plein les pieds sur ça aujourd'hui. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de la part des personnes de la RH du Brooklyn Navy Yard. Regardez ce qu'ils font. Dans le journal des témoignages et des formations, ils utilisent un personnage qui existe véritablement, qui est un yeoman, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur la logistique militaire, et qui s'appelle Alan Kubrick, et qui a un itinéraire intéressant, puisque c'est un ancien, retenez ça, c'est capital, c'est un ancien ouvrier du Brooklyn Navy Yard. Donc c'est quelqu'un qui est sur le champ de bataille, mais qui a travaillé dans le Brooklyn Navy Yard. Et on le fait témoigner, et là, c'est ma traduction, donc elle n'est pas parfaite. Je sais que, donc voilà ce qu'il dit à ces gens qui sont au Brooklyn Navy Yard. Je sais que souvent, vous, les gens assis derrière votre bureau et travaillant dans vos magasins, vous vous demandez quel effet vos efforts ont sur l'issue de cette lutte. Ne pensez jamais que votre travail ne compte pas, car il compte énormément. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte là-bas, au Brooklyn Navy Yard, je sais. Mais ici, moi qui suis dans le présent du champ de bataille, nous pouvons bien apprécier votre zèle à Brooklyn. Je me souviens bien, lorsque j'étais moi-même acheteur au Yard, comment certains matériaux étaient commandés en urgence. Et je continue. À l'époque, je me disais que c'était peut-être important, mais maintenant, du futur dans lequel il se situe, je suis en mesure de voir comment tout cela s'adapte, des trombones aux joints, en passant par les perceuses et les câbles métalliques. Nous sommes tous là-dedans. Nous gagnons ou perdons tous ensemble. C'est pourquoi tous les membres des forces armées, moi parmi d'autres, nous sommes toujours proches de vous tous dans l'esprit. Je le pense sincèrement. C'est un très beau travail temporel, ça. Il leur parle de leur futur et il les rassure en termes de sens, d'importance de leur effort, de nécessité d'une continuité de leur effort, de ce futur. Et avec la continuité et la légitimité d'avoir été lui-même un ouvrier du Brooklyn Navy Yard, donc d'être associé à leur présent. Des figures comme ça, un management comme ça, j'en ai retrouvé plein. Alors, et c'est là où j'accélère, ça c'était pour décrire ce que j'ai appelé dans le livre le grand moment historique. J'ai dit que je mettais de côté, par manque de temps, la partie fictionnelle du livre, donc le premier tiers. Dans cette boîte noire et ce moment transformatif, qu'est-ce qui se passe? J'évoquais le terme de grande rencontre. Et j'ai envie de dire, en tout cas à partir de mes archives, quel est le management qui se reconfigure dans le présent de la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez me voir venir, j'ai le sentiment que ce management qui se reconfigure dans le présent de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi très largement le phénomène managérial de notre propre présent. Il a 3 caractéristiques que je vais expliquer. Il est représentationniste, il est très lié à ce que j'ai appelé dans le livre la digitalité ou la sémiosis digitale, notion que j'ai reliée à un philosophe qui s'appelle Charles Sanders Peirce. Il est tout entier flux à maintenir. Pour moi, il n'y a pas plus contemporain que ça. J'ai échangé avec une personne d'Amazon.com il y a quelques jours sur son quotidien de manageuse. 90% de ce qu'elle me racontait, c'était ça que je vais expliciter. Et il est fait de projets innovants. Un des grands moments historiques de l'histoire de la gestion de projet, des techniques
des concepts de la gestion de projet, évidemment, c'est la mobilisation industrielle américaine. On pourrait dire ça pour beaucoup d'autres compartiments de la gestion, de la logistique jusqu'au marketing. Alors, si je m'intéresse au premier pilier de ce management reconfiguré, je parlais de digitalité. Pour essayer d'expliquer ça simplement, l'idée c'est que désormais, un manager, dans son travail, peut s'appuyer sur des représentations pour l'action qui elles-mêmes sont liées à des infrastructures qui créent une unité d'espace-temps. Le temps, la durée n'existe plus. Il n'y a plus de distance et de temps entre l'atelier et le bureau. C'est un argument pour moi très important entre l'administration et le management scientifique. Il y a une intégration. On peut créer des représentations qui ne créent pas de décalage temporel et spatial. Pour quelle raison? C'est la digitalité. C'est une homogénéité liée à un système de représentation qui de plus en plus va se traduire par ces outils qui sont sur vos tables, les infrastructures, les réseaux informatiques, les protocoles TCP/IP, etc. Le monde entier, la planète, devient un espace euclidien sur lequel on peut construire des représentations. Tout le champ de bataille, évidemment, tout ça commence avec une question militaire, ou tout le ciel américain, notamment sur des questions de mise en réseau de radars, est homogénéisé. On peut créer une représentation en temps réel de ce qui se passe sur le champ de bataille, et bientôt on pourra créer une représentation homogène de ce qui se passe sur vos marchés, chez vos clients, chez vos concurrents, etc. Il y a une homogénéisation de l'espace et du temps, voilà, et on rentre de plus en plus dans une philosophie représentationniste. Et ça, en amont, dans mon récit, je le relie à deux choses. La première, si je devais sortir de mon histoire une chose pour un musée du management, ce serait peut-être celle-ci, parce qu'elle a une présence très étonnante. C'est cet objet que vous avez toutes et tous reconnu, mais dont je ne connaissais pas l'histoire liée à la Seconde Guerre mondiale et liée au management. C'est évidemment un rétroprojecteur. Alors je pense que pour un certain nombre, on a un âge où on a connu ça, on a encore cette émotion-là, de mettre un transparent sur un rétroprojecteur. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est une idée assez ancienne. Elle a été imaginée par un jésuite au XVIIe siècle, mais elle va vraiment s'incarner dans des techniques au début du XXe siècle. Et le vrai moment d'utilisation et de peaufinement du concept, c'est la Seconde Guerre mondiale. Pour quelle raison? Vous avez vu tout à l'heure les chiffres que je vous ai présentés. En gros, il faut former 1 demi-million de personnes en à peu près un an à du management. Il faut réinventer des techniques, il faut être capable de diffuser un message, d'avoir une représentation qui structure une discussion collective. Très vite, l'armée américaine, avec un service qui va faire quasiment que ça, va faire du transparent au kilomètre, va peaufiner un objet portable, ça c'est l'objet de l'armée américaine, et on va former très rapidement des centaines de milliers de personnes à de la communication, à de la RH, à de la compta, à de la logistique, etc. Et ce que j'ai découvert de très troublant, c'est que les personnes sollicitées par ça, quand la guerre s'arrête, elles vont aller devenir prof en business school ou reprendre leur boulot en business school, et tout simplement, le geste, la pratique de visualisation va rester. Et au bout de tout ça, quelque part, l'outil que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, mon PowerPoint, il est dans le prolongement de cette histoire. Bien manager, c'est visualiser. Visualiser, c'est créer une représentation qui permet de poser un diagnostic managérial, qui permet de cadrer une situation managériale, qui permet de créer un espace de discussion pour une formation, plein de choses qui sont devenues évidentes. Mais avant les années 40, ça ne l'est pas du tout. Pour nous, c'est tellement évident qu'on n'y questionne pas. Donc voilà, il y a, en lien avec cette visualité, on est dans un représentationnisme. Voilà, c'est ce que j'utilise moi-même aujourd'hui. Je suis dans les codes que, quelque part, je dénonce, même si j'essaye de toucher au ventre parfois par certains affects, certaines émotions. Mais quelque part, moi-même, je suis dans la pratique que je décris et que j'essaye aussi un petit peu de critiquer. Donc il y a cette visualité, et là des chercheurs en orga, en management, ont déjà fait un lien entre le représentationnisme et la question de la visualisation. Et puis, en lien avec le moment cybernétique et des questions de calcul, ce que j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps, c'est que le mouvement qui s'initie dans les années 30 et les années 40, avec la cybernétique, et avant ça, un certain nombre d'entrées de la logique dans certains concepts de management, c'est fortement du représentationnisme. En 2012, dans cette même salle qui n'avait pas du tout la même configuration, je présentais une recherche que je faisais avec Nathalie Mitteff sur les archives de la conférence de Massy,
qui est le grand moment cybernétique à New York, moment indissociable de la Seconde Guerre mondiale, indissociable de fonds militaires américains. Et voilà, ce que j'expliquais dans cette même salle, je pense ça d'ailleurs avec émotion, il y a 11 ans, c'est que ce moment cybernétique, il est indissociable du représentationnisme. Un ordinateur, c'est quelque chose qui vous permet de créer une représentation du monde qui est une voie d'action sur le monde. Et ça, c'est très lié à la cybernétique et ce qui va suivre, c'est-à-dire cette sémiose digitale. Donc ça, c'est pour le premier pilier du management. Le deuxième sur lequel je passe vite, qui est très présent, il y a vraiment un basculement de terminologie très fort avec la Seconde Guerre mondiale, c'est l'importance des flux. Je sais que j'ai un collègue qui s'appelle Aurélien Rouquet, si je ne me trompe pas, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'étudier l'histoire de la logistique. Il m'expliquait dans un email à quel point, dans ce qu'il est en train de constater, c'est très lié à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que je trouve dans mon propre corpus, notamment une archive d'un officier américain qui s'appelle 5L, qui n'est pas un prof de management, j'ai eu l'occasion d'échanger avec ce monsieur, qui a retrouvé plein d'archives pour essayer de raconter l'histoire de la logistique, mais très naïvement. Il n'a pas du tout été lire de trucs en management. Il raconte l'histoire de la logistique du point de vue de la Seconde Guerre mondiale et de l'armée américaine, et ce qu'il explique, c'est une grande transformation de la doxa militaire américaine vers des flux, des écosystèmes de flux. Il y a une géopolitique des flux planétaires. Là, les États-Unis ont peur d'une chose. Je n'ai pas évoqué une troisième caractéristique de la mobilisation industrielle. Je disais la première, elle est humaine. La deuxième, c'est la reconversion d'un appareil. La troisième, évidemment, elle est logistique. Quand vous êtes en situation de mobilisation industrielle, regardez ce qui se passe actuellement, il y a une crise sur des matières premières, sur l'énergie. Il y a plein de choses qui étaient une évidence, de pétrole qui arrive aux États-Unis. D'un seul coup, il faut oublier. Donc il faut réinventer. On va inventer des matières synthétiques, de remplacement. C'est un grand temps aussi sur du recyclage. Donc, la question des flux, et j'insiste sur ça, la question de maintenir le flux, ça, dans du e-commerce, c'est aussi une question très centrale aujourd'hui, elle est obsessionnelle pour les managers de cette époque. Et puis très vite, voilà, ça a déjà été très bien démontré par une thèse de Sylvain Lempf, qui s'est intéressé au projet Manhattan notamment, qui lui et beaucoup d'autres ont déjà fait ce lien entre la Seconde Guerre mondiale et les techniques de gestion de projet, en particulier innovantes. J'ai été très surpris dans mes archives de découvrir ce paradoxe entre, d'une part, évidemment tenir le rythme et standardiser, et pousser au maximum des projets innovants. Le projet Manhattan étant un des plus fous de tous, 150 000 personnes, 2 milliards de dollars de l'époque de budget. Voilà, c'est un projet complètement fou. 3 sites de production, énormément de concurrence. Voilà, le troisième pilier, c'est l'importance de projets innovants pour régénérer ce capitalisme. Et deux logiques, je passe aussi très vite sur ça, en apparence contradictoires, qui existent fortement sur ce temps industriel de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, l'obsolescence. Dans mon livre, je reviens sur l'histoire de Robert London, qui est un des théoriciens de l'obsolescence programmée. C'est un New-Yorkais, un agent immobilier new-yorkais qui, en 1932, écrit un texte qui est devenu célèbre, où il dit que pour sortir d'une crise économique, il faut calibrer la durabilité des biens. En gros, ce qu'il dit, c'est très simple. Si on est dans une économie qui va mal, il faut faire des objets merdiques qui ne durent pas longtemps. Comme ça, l'appareil de production tourne plus vite. Si on est dans une économie qui va bien, on peut faire des objets plus durables. Et il formalise une notion qui existait déjà avant, qui était déjà fortement dans l'air du temps depuis plus de 12 ans, qui est l'idée d'obsolescence programmée. Mais ça, on va y retrouver dans toute la stratégie militaire. On s'en fout que les avions et les tanks ne durent pas longtemps. Les Américains et les Russes vont gagner une guerre avec une obsolescence programmée. Les Russes sont encore plus extrêmes que les Américains, très cyniques. 16% de la population russe va mourir pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'en fout, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, mais il y a une approche de l'humain qui est très, très particulière. Et l'approche des officiers soviétiques, elle est très simple. S'il faut que 5 chars russes de mauvaise qualité se crashent pour bousiller un tank allemand, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a un effet. Il y a des effets d'innovation, mais il y a aussi des effets de masse. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de découvrir à quel point dans les réflexes industriels, de gens qui ensuite vont revenir vers leurs frigidaires, vers leurs voitures, leurs avions civils, leur marine civile, mais cette obsolescence programmée, elle rentre très fortement dans des pratiques industrielles de management à cette époque. Et à côté de ça, toute cette histoire est pleine de paradoxes. On est
à la grande époque de la circularité, du localisme. À New York, il y a 400 000 Victory Gardens. Sur 1944, 40% de la production agricole américaine est faite dans des jardins urbains. Incroyable. C'est une grande époque de covoiturage. On essaye, voilà, on essaye au maximum, par rapport à ma troisième contrainte de tout à l'heure, sur la mobilisation industrielle, dans une situation de tension géopolitique de ressources, on essaye de faire avec. Et ce que je raconte à un moment de mon livre, parce que ça m'a beaucoup frappé, c'est qu'à la fin de la guerre, the winner takes it all. Quelque part, Franklin Delano Roosevelt, si j'ai un reproche terrible à lui faire, c'est quand même celui-ci, c'est qu'il a bien conscience de la flèche bleue, mais il va donner raison à la flèche rouge. Et ça, il y a le chiffre sur les blessés et les morts. J'aimerais que vous gardiez en mémoire ce deuxième élément de mon histoire qui, pour moi, est capital. C'est une promesse qui, quelque part, est au cœur du merdier dans lequel on est aujourd'hui, de l'Anthropocène, la crise climatique, etc. Qu'est-ce que va faire Franklin Delano Roosevelt? Il va faire ce que malheureusement peu de politiques font. Il va tenir sa promesse. Peut-être celle-là, il n'aurait pas dû la tenir. À la fin de la Première Guerre mondiale, il s'était passé un truc terrible aux États-Unis. C'est-à-dire que les industriels avaient joué le jeu, mais la guerre va durer qu'un an. Les États-Unis rentrent en guerre en 1917, un an après la guerre s'arrête, et d'un seul coup, tous ces industriels qui avaient joué le jeu, ils se retrouvent avec des effectifs, des stocks, un appareil productif sur les bras, et il n'y a plus de marché, il n'y a plus rien, plus de budget public, plus rien. Ça a été une catastrophe, un traumatisme. Et ça fait vraiment partie de la mémoire managériale de cette époque. Donc, quand commencent les prémices de la mobilisation industrielle en 1936-1937, quand il y a les premiers échanges avec Ford, General Motors, le premier truc qu'ils disent, attendez, on ne va pas nous la faire deux fois. Tu nous dis qu'il faut qu'on investisse dans des machines, etc. On a vu, on a pris une sacrée douche froide la dernière fois. Cette fois-ci, on veut des garanties, on veut des engagements. Donc je les évoque, il y a carrément des textes, il y a des lois, il y a des choses assez inscrites dans le dur qui sont des garanties qui sont données à ces industriels que les marchés ne vont pas s'écrouler. Donc on va continuer à pousser une logique hyper-productiviste. On va cautionner, même par certains textes, ces logiques d'obsolescence programmée, pour faire court, pour tenir cette triste promesse. Et j'arrête sur ça. Je disais que dans mon livre, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est pas simplement de faire une histoire du management, mais aussi de faire de l'écriture de ce livre et d'autres projets qui avaient commencé avant et qui continuent maintenant, une opportunité pour réfléchir à une philosophie de l'histoire du management. Donc voilà, c'est un secret pour personne. J'ai deux amours intellectuels profonds. La première, c'est l'histoire, en particulier de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, c'est un amour immodéré pour la philosophie ou certaines philosophies. Et donc c'est quelque chose que, pour le livre et des prolongements du livre, j'ai beaucoup exploré. Et pour dire les choses très clairement, il y a un moment, c'est arrivé quelques mois avant de partir à New York, j'ai eu un déclic pour essayer de caractériser les processus managériaux qui sont autour des trois piliers que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se met en place et qui, je pense, a un vrai caractère nouveau et qui fait encore partie de notre présent problématique. Quelque part, ce sont des 1001 nuits. Je vous recommande à tous et à toutes, alors on a tous été enfants, on connaît tous Alibaba et les 40 voleurs, etc. On connaît des histoires qui sont extraites de ça. Moi, je vous conseille deux choses. La première, c'est de lire vraiment les 1001 nuits. Vous allez voir que c'est un texte d'une sophistication absolument incroyable. C'est un texte de sagesse, c'est un texte politique. C'est un peu comme Le Prince. C'est un texte qui a plus de 10 siècles. C'est un texte qu'on utilisait pour de l'éducation, pour préparer quelque part à la décision et au pouvoir. C'est un texte qui a une histoire complexe d'Iran, de Perse, avant de voyager vers l'Europe à travers la vague de l'orientalisme. L'orientalisme, quelque part, va encore enrichir le corpus. C'est un texte qui n'a pas de source. C'est impossible de trouver un texte primaire. Il y a plein de traditions orales. C'est quelque chose qui a une histoire compliquée. Et vous connaissez tous et toutes un des éléments centraux de cette histoire, c'est l'histoire de Scheherazade, évidemment. Scheherazade qui, pour ne pas être tué par le sultan, va interrompre son récit à l'approche de l'aube, donc va créer une interruption très très brutale, va créer un vide qui va nourrir l'intérêt, le désir, et qui va faire que l'histoire, quelque part, va en permanence se continuer.
Et en partant de ce fil, dans le livre, notamment dans l'introduction du livre et dans d'autres écrits, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que je suis convaincu que le management, les processus managériaux qui se mettent en place dans le cadre de cette reconfiguration, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une incomplétude permanente que le management crée pour créer l'espace d'après. Et je vais prendre plusieurs exemples. Évidemment, le premier qui me vient, c'est l'obsolescence programmée. Pour nourrir l'achat d'après, la version d'après, ou même l'achat du même objet, il y a besoin de cette incomplétude, de cette finitude qu'on va inscrire dans l'ampoule ou dans l'objet que vous êtes en train d'acheter. Je vais plus loin. Là, c'est l'ancien professeur de système d'information qui parle. Moi, il y avait un truc que j'avais beaucoup retenu dans d'échanges passés avec des sociétés qui font du logiciel, c'est la phase de test, ou même ce qu'on voit sur certaines phases de prototypage. Très souvent, ce que me disaient les éditeurs, c'est quand ils sont en phase de test, ils voient beaucoup de bugs. Ils voient des centaines, voire des milliers de bugs. Vous n'allez pas corriger, c'est infaisable en termes de temps et d'argent, tous ces bugs. Donc ils m'expliquaient très souvent qu'ils en corrigeaient que 5%. Lesquels, petit 1, ceux qui avaient la probabilité d'occurrence la plus élevée. Deuxième caractéristique, ceux qui, dans un contexte d'occurrence, seraient le plus dommageables pour le fonctionnement de votre système ou votre activité de travail. Et en se centrant sur ça, quelque part, on fait plutôt bien le job. Et il me disait aussi quelque chose que j'avais eu tendance à oublier, c'est que cette imperfection, cette finitude, cette incomplétude, c'est très souvent conscientisé. Tiens, il y a ce truc, on va bien garder ça en tête pour le processus innovant d'après. Elle nourrit aussi le processus innovant, surtout si les choses sont bien faites, surtout s'il y a un petit peu de mémoire organisationnelle, surtout s'il y a un petit peu de KM. Quand on y réfléchit, il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, je pourrais rentrer aussi dans des logiques plus narratives, plus de discours, des faits de nouveauté, des faits d'annonce. On peut imaginer Steve Jobs en transe en train de dire « just one more thing ». Quelque part, ses propres prestations scéniques, je trouve, elles incarnent assez bien ce capitalisme managérial et ce type de processus managériaux. Et voilà, autour de notions comme les notions d'interruption, d'incomplétude, de finitude, d'événements incomplétants, je trouve intéressant de se poser la question suivante. Il y a beaucoup de théories du management qui sont des théories du plein. Et si on réfléchissait aux théories du vide et aux problèmes qu'elles ont créés? Je pense que le management, c'est aussi l'exercice du vide. Je ne dis pas ça, attention, pour faire une provoque. Il y a un propos philosophique que je calibre en disant ça. Dans ces processus managériaux, il y a aussi de façon très fine, très souvent, des processus qui sont des processus du vide. Et je vais arrêter sur ça. Voilà, le problème, c'est quand on est sur un propos qui passionne, on a un problème avec le temps. Puisque c'était sur l'affiche et la promesse, je vais essayer de tenir la promesse jusqu'au bout. Voilà, parmi des notions et des auteurs qui m'ont beaucoup marqué et qui guident toujours l'itinéraire intellectuel dans lequel je suis, on va trouver Ricoeur, et je lui donnerai le mot de la fin sur mon transparent d'après, Paul Ricoeur. On va trouver Hannah Arendt, très importante, qui a aussi beaucoup nourri ma réflexion. On va trouver Maurice Merleau-Ponty. On va trouver François Hartog, que je vous propose de réunir beaucoup autour de l'idée de régime d'historicité. Qu'est-ce que c'est qu'un régime d'historicité? C'est une façon spécifique à chaque époque. Alors Richard Koselleck a aussi beaucoup évidemment réfléchi à ça. C'est une façon spécifique à chaque époque de relier le passé, le présent et le futur dans des institutions, des pratiques institutionnelles. On va trouver beaucoup de choses chez Ricoeur, chez Merleau-Ponty, dans l'institution de la passivité, qui sont liées à ça et systématisées notamment par Hartog. Donc voilà, dans mon livre, avec les notions de régime d'historicité digitale et post-digitale, j'ai essayé de réfléchir à ça. J'ai aussi commencé à réfléchir à l'idée de régime d'événementialité. Alors j'ai repris une partie des philosophes qui ont été très importants pour moi. Évidemment, Gilles Deleuze, un philosophe extrêmement important, très, très nourrissant pour ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans ma métaphore sur les mille et une nuits qui sont évidemment indissociables de sa philosophie du désir. Un autre philosophe qui s'appelle Michel Foucault, évidemment sur ces questions d'événementialité, de temporalité qui est très important. Et puis
une philosophe que j'aime beaucoup. J'ai eu le plaisir de découvrir que de plus en plus la communauté de management s'intéresse à elle. J'ai vu qu'elle était l'invitée de la RIOD, notamment récemment, et je trouve que c'est très très bien de créer une conversation avec elle. Une philosophe brillantissime, voilà, elle est très très créative, extrêmement inspirante. Moi, il y a beaucoup de choses que je vous dis aujourd'hui ou qui sont sur des travaux en cours, voilà, qui sont très endettés par rapport à sa propre pensée. C'est Judith Revel, R-E-V-E-L, absolument passionnante. Voilà, en plus, elle a une façon d'écrire et de penser extrêmement accessible. Elle crée des fils à partir desquels, je trouve, on a moins de chances de se perdre. Donc ça, c'est les philosophes, les deux grandes notions. Donc régime d'historicité, des façons institutionnelles et pratiques institutionnelles de lier le présent, le passé et le futur. Les régimes d'événementialité, c'est une façon de construire l'événement ou le sens de l'événement, l'expérience ou le sens de l'expérience qui va être lié à ces philosophes. Et je vais terminer sur ça. J'avais dit que je donnerais le dernier mot à Ricoeur. Je vais terminer parce qu'il y a une façon de revenir sur la thèse centrale de l'ouvrage. Je vous disais que la thèse principale de l'ouvrage, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la mobilisation industrielle, le management se reconfigure. On parlera quasiment plus ou beaucoup moins de management scientifique. On dissociera beaucoup moins administration et management. Le management devient un phénomène total. Si vous voulez une analyse plus approfondie, le dernier post que j'ai fait sur mon blog voilà, revient plus en détail sur cette reconfiguration dans laquelle je ne détaille pas trop. Il y aurait beaucoup à dire sur, sur le lien avec l'administration, le management administratif, le management comme phénomène total. Par manque de temps, je mets ça de côté. Et ce management total, ce management digital, il a un effet sur lequel je suis très critique dans le livre, c'est une perte d'épaisseur, une perte de profondeur dans notre époque. Une perte d'épaisseur, une perte de profondeur dans quoi? Dans les temporalités qui sont au cœur de notre capitalisme managérial. Et je vais terminer en donnant le dernier mot à Paul Ricoeur sur ça. Vous connaissez certainement un ouvrage en 3 volumes qu'a écrit Paul Ricoeur, un ouvrage qui s'appelle Temps et récit, un ouvrage extraordinaire. Et le 3e opus se termine par une conclusion assez magistrale de 70 pages, qui est sublime. Même si vous avez peur des trois volumes, je vous conseille un jour de prendre le temps juste de lire ces 70 pages. Elles tiennent toutes seules et elles sont magnifiques. Elles sont étrangement politiques, hein, alors que quand on suit l'aventure de lire les 3 opus, on n'a pas le sentiment que ça devrait arriver vers ça. Il y a presque quelque chose de mystérieux. Et Paul Ricoeur dit quelque chose d'extraordinaire que je vous propose de connecter à tout ce que j'ai dit, à cette question d'une perte d'épaisseur, d'une perte de profondeur dans les temporalités du capitalisme managérial en lien avec ce management digital. Il parle de crise du présent ou de présent en crise. Et il dit que dans nos systèmes politiques, nos démocraties, on est rentré, j'arrête sur ça, on est rentré dans une époque où on n'arrive plus à faire communauté, à communaliser, pour une raison qui, d'après lui, est extrêmement temporelle. La raison qui, d'après lui, est extrêmement temporelle, c'est que la relation des collectifs avec le passé, je cite, est un dépôt mort. Et la relation de nos collectifs avec le futur est faite d'utopie. Paul Ricoeur dirait, si on voulait que la salle d'aujourd'hui communalise, fasse communauté, d'abord il faut une projection, il faut un problème, ou au moins une thématique. Admettons que ce soit la présentation. Ricoeur dirait, il faut que collectivement, on crée une conversation avec votre passé en arrivant avec cette présentation. Il faudrait qu'avec chacun et chacune d'entre vous, et horizontalement, on discute. Vous aviez quoi comme idée avant d'arriver dans cette pièce, quand vous avez vu le titre, vous avez vu l'affiche, c'est quoi vos centres d'intérêt, votre passé est porteur de quoi, et qu'on crée une conversation sur ces passés. Et Paul Ricoeur dit, il faut aussi qu'on se projette sur des avenirs, mais pas les utopies construites par des experts, des consultants, des gourous du management, des politiciens. Quelque chose qui soit des affects qui sortent du ventre. C'est quoi vos envies? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos projets en cours? Et Paul Ricoeur dit, un commun, ça se crée nécessairement par cette conversation horizontale entre tous ces passés, toutes ces expériences narratives passées, et tous
c'est toutes ces expériences narratives futures. Et il y a communalisation dans tout ça. Qu'est-ce que nous dit Paul Ricoeur? Il nous dit on est rentré aujourd'hui dans une époque qui est plate. La digitalité crée une relation complètement plate avec le passé. Vous ne savez plus si le passé... Moi, je m'étonne de ça quand je regarde mon fils sur une tablette. Je vois à quel point sa relation avec le passé est plat. Il n'y a plus de distance entre un événement de la préhistoire et un événement de la Seconde Guerre mondiale. Et plus que tout, c'est un dépôt mort. Il y a une espèce d'archification, de muséification, je ne sais pas comment qualifier ça. Il y a une relation assez morte, pas du tout expérientielle par rapport à ça. Et quelque part, ses propres désirs, ils sont pris dans le vocabulaire d'un youtubeur qui va beaucoup apprécier, certaines conversations avec ses camarades qui sont très liées par rapport à ça. Je le vois avoir du mal à exprimer, lui, ou pareil quand ses camarades sont à la maison, c'est des désirs profonds sur ce futur. Et ce que je trouve magnifique, et avec des mots plus clairs, plus incisifs que ceux que j'emploie, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que dit Paul Ricoeur à la fin de Temps et Récit. Et quand je me demande comment on en est arrivé là, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ces processus narratifs qui ne nous subjectivent pas, dans lesquels on est pris. Ces événements narratifs passés, ces événements narratifs futurs qui sont dans cette infrastructure narrative. Et pour moi, je pense qu'il y a une responsabilité du management là-dedans. Et ce sera ma dernière phrase. Je pense que cette infinité temporelle de ce processus narratif type 1001 nuits, elle suppose une infinité spatiale de notre planète. La planète, c'est une ressource. Ce récit, il étire, il consomme, et il n'y a pas de souci. J'aime bien l'expression de Bruno Latour qui parlait de planète américaine. Derrière notre management, il y a une hypothèse de planète américaine. Le sous-sol, on peut tirer dessus à l'infini. D'ailleurs, vous achetez un terrain aux États-Unis, à la différence de la France, vous êtes propriétaire de tout ce qu'il y a dessous à l'infini. Voilà, il y a un horizon horizontal infini. Si ça ne suffit pas, il y a l'horizon spatial. On va aller tirer le sol américain. Voilà, il y a cette infinité narrative, elle suppose aussi une infinité spatiale. Et je pense que le management, en tout cas, il y a beaucoup de précautions dans mon livre, ce management digital, ce phénomène américain, dans cette géopolitique américaine. Pas toute la gestiologie politique, pas toutes les activités collectives, pas tout ce que quelqu'un dans la rue appellera management, mais ce management que j'essaye d'isoler dans mon livre a une responsabilité là-dedans. Et je pense que tous et toutes, dans nos cours, dans nos pratiques, même dans nos recherches, on est un peu les porte-parole de ce type de management. Merci de votre attention et désolé d'avoir été si long. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne quelques questions et puis qu'on n'oublie pas que tu nous as promis quelques archives inédites en off. Qui souhaiterait intervenir dans la salle? Céline. Merci beaucoup. Je n'avais pas lu le livre, je vais le commencer donc. Une question qui va être un peu optimiste, j'espère. En fait, en un an de temps ou en très peu de temps, il y a une révolution fondamentale qui s'est produite au niveau du management pour assurer la guerre, quoi. Est-ce qu'en un an de temps, on pourrait construire les conditions managériales pour arriver à, je sais pas, une économie bas carbone? Enfin, votre question me fait très très plaisir. Parce que moi, je l'ai écrit, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des parallèles pacifiés et heureux avec cette mobilisation industrielle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre de ce moment existentiel. Et je suis convaincu qu'on pourrait effectivement faire la même chose et bénéficier, voilà, de cette idée d'une grande cause, d'une mobilisation, sans l'idée d'un ennemi délimité, voilà, plutôt en étant dans ce qui était aussi le vocabulaire cette époque, le vocabulaire d'une grande cause, et en ayant à l'esprit, alors ce que je vais dire est très, très fleur bleue, mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être réalistes dans cette direction, ce qu'une mobilisation industrielle a aussi de suspensif par rapport aux régulations macroéconomique. C'est-à-dire qu'en temps normal, dans le droit concurrentiel américain, les grands constructeurs automobiles, ils n'ont pas le droit de se rencontrer et d'être dans des démarches d'entente. C'est arrivé tous les jours et chaque heure pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je me dis, mais bon sang, si Google, si Facebook, si les GAFAM et quelques autres mettaient des moyens en commun, moi ce que je trouve aberrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a même une compétition pour sauver la planète. Alors il va y avoir
Musk qui va avoir sa solution, Bezos qui va avoir sa solution. Et pourquoi on n'imaginerait pas un espace un peu suspensif, un espace-temps un peu suspensif, des mises en commun notamment entre ces acteurs? Je suis sûr qu'il y aurait quelque chose de positif. Il y a plein d'autres parallèles à faire entre cette époque et ce que pourrait être la nôtre. En tout cas, moi, je rêverais d'une mobilisation industrielle contre ce réchauffement de la planète, pour cette cause écologique. Et le caractère suspensif qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale mériterait d'être réfléchi dans notre époque. Bonjour, merci de votre intervention formidable. Je poserai la même question pour la renaissance industrielle. Et comment aussi former nos élites pour qu'elles aient plus les pieds dans le terrain et qu'elles connaissent l'industriel un peu mieux au lieu de planer souvent ou de mettre en l'air un peu certaines institutions industrielles qui étaient formidables, comme Areva, Alstom, etc. Et ArcelorMittal, enfin Arcelor. Alors, cette question des industries et de la formation pour les industries, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle était non seulement importante, mais obsessionnelle pour tous les acteurs de cette époque. Arlo Persson, qui, je le répète, est trop négligé dans l'historiographie managériale. C'est un personnage d'une importance capitale, a écrit 2 livres, j'en reprends des extraits. Voilà, on comprend tout sur les enjeux de cette époque. Il était obsédé par l'importance des industries, obsédé par bien former pour ces industries. Après, il avait une certaine vision, on dirait peut-être vu d'aujourd'hui, attention aux anachronismes, mais assez néolibérale. Voilà, il estimait qu'une bonne business school, elle doit accentuer les différences. Pour lui, voilà, il y avait une vision très évolutionniste. Il y a dans la nature des capacités qui sont variables. On n'est pas tous faits pour les mêmes jobs. Il faut reconnaître ça. Et puis, quelque part, il faut accentuer ces différences et ces talents spécifiques. Voilà, il y avait une vision... Donc c'était assez obsessionnel pour lui, et il a beaucoup réfléchi aux élites, donc c'est ma façon indirecte de répondre à votre question. Je pense qu'il y a beaucoup à redécouvrir à lui. Et puis, je parlais de James Burnham, tout le monde connaît son livre Managerial Revolution, qui est publié en 1941. On parle trop peu d'un livre qu'il a publié 2 ans après, en 1943, beaucoup plus intéressant, et qui s'appelle The Machiavellian, qui est précisément sur la question des élites. Et voilà, j'ai envie de dire des choses très simplement avec le cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est devenu plutôt un sale type après. Il y a des choses qu'il a poussées que je trouve assez peu sympathiques. En revanche, intellectuellement, ce qu'il écrit dans ce 2e livre, en revenant vers Pareto notamment, et la question de la circulation des élites, je pense qu'il y a beaucoup d'énarques, de personnes de l'INSP. Je pense que notre Premier ministre, notre président devrait aller lire ce livre parce qu'il y a des très bonnes questions. On peut discuter les réponses. Et donc, en lien avec votre question, voilà, c'est aussi la question qui se pose, quoi. Comment on forme les élites du management? Qu'est-ce que c'est qu'une élite? Quelle place ça doit avoir dans nos sociétés? Quelle place ça doit avoir ensuite dans la détermination du cap qui est donné à nos industries? Donc voilà, je trouve parfois dommage que ces questions qui étaient si essentielles pour ces gens-là, qu'on a intellectualisées, poussiérisées, sont peut-être un peu moins importantes aujourd'hui. En tout cas, pour eux, l'industrie, les élites industrielles, c'était capital. Je saisis la balle au bon et je passe la parole à Isabelle. Tu dis tout le monde connaît le livre de James Burnham. Personne ne connaît le livre de James Burnham. Pour ce qui me concerne, très modestement, ça ne fait pas très très longtemps que je sais que ce bouquin existe. Et donc la question que j'ai derrière, c'est, moi j'aurais bien aimé, quand j'ai fait mes études il y a longtemps dans une grande école de commerce, et puis même les premiers temps de ma carrière, croiser des gens qui me parlent de tout ça. Donc la question, c'est par quel fonctionnalisme complice avons-nous finalement retenu seulement une partie des choses, et seulement la partie du management qui relève peut-être de cette forme d'industrialisation que tu décris. Et le petit B de la question, c'est quelle tension finalement dans toute cette histoire entre l'industrie et l'artisanat? Si on estime que le management tel qu'on peut le pratiquer bien vient plutôt d'une expérience et de compagnonnage, donc d'un modèle artisanal, pour simplifier, plutôt que d'un modèle industriel dont tu as décrit un certain nombre d'excès, sachant par ailleurs, pour reprendre Hélène O'Connor, on peut définir le management, moi c'est ma définition préférée, comme une science de l'ajustement et de l'intégration sous conditions toujours nouvelles. Ça c'est Follett et Barnard, mais il faut lire cette définition-là avec l'humanisme qui est derrière, pas avec le fait qu'il faut s'adapter vite à n'importe quoi.
Si on ajoute encore que dans beaucoup d'expériences pionnières en management, même si elles ne mettent pas en œuvre autant de monde que ce que tu as décrit, mais si on prend Levin chez Harwood dans les années 30, l'usine, oui c'est ça, c'est une usine en Virginie où on recrute beaucoup d'ouvrières du monde rural qui n'ont aucune expérience du travail en usine et qu'on doit former très vite, et les problèmes qu'on rencontre à ce moment-là, bref. Donc c'est assez récurrent tout ça. Donc voilà, pour ne pas poser en même temps du coup les 15 questions que j'ai en tête, mais juste sur le côté artisanat versus industrie et qu'est-ce que finalement on a enseigné et qu'est-ce qu'on aurait dû enseigner. Vaste question. Et je passe aussi la parole à Isabelle. Alors, sur ta question sur la pensée managériale, moi j'ai une hypothèse. Là, par contre, ça, c'est juste une hypothèse. Je ne peux pas le prouver, mais c'est quand même quelque chose qui m'a frappé dans ces nombreuses conversations américaines. C'est à quel point les institutions de management, en particulier business schools, ne sont pas naïves sur l'historiographie qu'elles construisent et à quel point c'est un actif stratégique. Le fait de secondariser James Burnham et de mettre autant en avant Peter Drucker, j'ai compris que c'était une stratégie que tu retrouves dans des éléments d'infrastructure numérique, dans la spatialité même du bâtiment. Il y a une invisibilisation, même pour accéder à des archives de Burnham, c'est beaucoup plus difficile que pour Drucker. Donc, pareil pour l'Academy of Management. Je me suis rendu compte, après d'aller sur des archives que je vais vous montrer, il y a des choses qui ne sont vraiment pas neutres dans la façon d'écrire l'histoire, de secondariser. Tu parlais de Chester Barnard, je pense qu'il fait partie des acteurs qui ont été secondarisés. Tu citais Mary Parker Follett, je suis persuadé qu'elle fait partie d'acteurs qui ont été secondarisés exactement comme James Burnham. Et la question c'est pourquoi et avec quels effets. Voilà, là, je lève juste une hypothèse, je ne peux pas démontrer ce que je dis, mais je suis revenu avec cette hypothèse-là. Pour réagir aussi, avant ta question sur l'artisanat, industrie, aussi sur la définition que tu évoquais du management, et faire un lien avec Follett et aussi John Dewey, je n'avais pas conscience. Voilà, il faut imaginer que dans ces années 30, années 40, de débats sur la légitimité du management, tous vont être sur la scène de théâtre. Il va y avoir des débats intellectuels au Sénat américain, incroyables, dont on rêverait même dans certains colloques. Et je ne soupçonnais pas à quel point le pragmatisme américain, alors celui de Follett, mais aussi et surtout celui de Dewey, était autant présent dans toute mon histoire. Et je vais plus loin, et je dis ça en ayant presque la chair de poule, je ne savais pas que John Dewey avait été dans le conseil d'administration de la fondation de Massey, qui est à l'origine des conférences et de la cybernétique. Je ne savais pas que le directeur de la fondation de Massey, au moment de cette grande conférence qui a quand même lancé l'ordinateur moderne, c'était un de ses élèves. Je ne savais pas à quel point les concepts de John Dewey avaient irrigué la cybernétique, qu'on retrouve dans une partie de ta définition. Je ne savais pas que Norbert Wiener avait assisté volontairement à des cours de John Dewey. Et en fait, sur cette idée d'ajustement, de boucle de rétroaction, c'est une des choses qui va rester dans la doxa du management installé par la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce qu'ont dit les pragmatismes eux-mêmes. Il y a un truc qui va se perdre en cours de route dans l'argument de John Dewey, c'est que ces processus d'ajustement liés au type de discussion que j'évoquais tout à l'heure, ils sont aussi créateurs de communautés d'enquête. Ils sont aussi indissociables de processus démocratiques. John Dewey était obsédé, à juste titre, par une question politique de démocratie. Et dans certains éléments de doxa et de recalibrage de définition, il y a un côté très cybernétique, de la cybernétique qui reprend quelque chose du pragmatisme de processus assez formel, mais tout le côté politique, quelque part, disparaît. Et puis pour répondre à ta question industrie, artisanat, voilà, moi, ce que je retiens, là c'est plus des explorations sur des données secondaires, c'est que sur la partie gestion de projet innovant, question pour l'innovation, il y a beaucoup d'explorations qui vont se faire ou se refaire à partir de questions artisanales, de questions de production ad hoc, d'innovation ad hoc qu'on va retrouver. Puis la deuxième chose plus philosophique et qui est dans le livre que j'ai découvert et qui est émouvante par rapport à ta question, c'est qu'on ne comprend pas la critique que fait Antoine de Saint-Exupéry sur le management. Et là, je ne pense pas qu'au chapitre sur le business plan dans Le Petit Prince, je pense à cet ouvrage somptueux qui est Citadelle et la théorie du travail, de la valeur travail et du management qui est dans Citadelle. Son contrepoint, précisément, c'est l'artisanat.
pour parler de ce qu'il appelle l'empire, pour avoir une pensée très temporelle de la valeur. Il prend comme contrepoint, pour dénoncer les processus industriels, il prend précisément comme contrepoint l'artisanat. Merci François pour ta présentation vraiment passionnante. Alors ma question est probablement un peu plus terre à terre. Je voudrais bien m'en excuser. Je trouve intéressant aussi de se dire qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, et ça sert aussi à réfléchir à ce qu'on veut pour après. Et on est dans une position, alors là c'est la prof qui parle, excusez-moi, mais je me dis qu'est-ce qu'on enseigne à nos étudiants du coup? Et en particulier à une époque où il y a dans la société une forme de rejet du management, je dirais plus précisément du managérialisme, dont on peut soupçonner quand on y réfléchit un peu que, on le voit déjà, qui laisse la place à quelque chose d'encore plus violent, souvent, dans les organisations, qui n'est pas nécessairement, du coup, souhaitable, mais qui est présenté comme particulièrement désirable, de manière assez paradoxale. On a posé la question sur les élites. Moi, je me pose la même question sur les cadres intermédiaires, qui sont ceux aussi qui contribuent à construire ce qu'est le management au quotidien, et dans une perspective moins descendante et plus montante, mais peut-être aussi efficace des petits pas et des petites choses. Qu'est-ce qu'on leur enseigne à nos étudiants qui arrivent avec des demandes de représentation, de diagnostic, qui refusent de réfléchir autrement? Qu'est-ce qu'on peut leur enseigner petit à petit pour contribuer à une évolution ou alors c'est peut-être un peu utopiste, mais un futur meilleur? Alors, toutes tes questions sont très importantes. Elles sont autant pédagogiques que politiques. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai essayé d'être très prudent dans le livre sur le management que je critique. Ce management américain, global. J'ai eu, à mon grand plaisir, beaucoup d'invitations, dont certaines dans des tiers-lieux, où les gens prennent le micro, me présentent et disent « Ouais, c'est génial, enfin quelqu'un qui propose de démanagérialiser le monde, il faut qu'on mette au feu ces cabinets de conseil qui ont fait tant de catastrophes, les techniques de management sont une catastrophe. » Et en général, dans les tiers-lieux, on m'invite, en commençant comme ça, j'aime un peu contre-provoquer, et en disant que j'ai vu en 8 ans beaucoup de tiers-lieux parisiens mourir, et la plupart avaient la même caractéristique, c'est précisément leur rejet de certaines techniques de management. D'avoir tellement fui des questions de gestion de projet, de comptabilité, de stratégie, de marketing, ben, ils en sont morts de ça. Donc, bon. L'autre chose que j'ai envie de dire, qui devrait peut-être être dans notre propre vocabulaire de professeur, je pense qu'un universitaire, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'importance des mots et à leur définition. Et il est peut-être temps de séparer certains vocabulaires. Moi, j'aime bien dire que je suis un prof de sciences de gestion. Il y a une expression que j'aime beaucoup. J'avoue que je la dois à des profs de droit qui ont inventé ce terme dans les années 60 et un certain Jean-Louis Lemoine qui l'a repris après. J'aime beaucoup cette idée de gestiologie, voire de gestiologie politique. C'est-à-dire qu'avant tout, on est là pour réfléchir à des modèles d'activité collective. Et il se trouve que parmi ces modèles, il y a ce type de management américain lié à une géopolitique américaine qui, je pense, mériterait d'être compris pour mettre en perspective l'affaire McKinsey et d'autres choses. Mais voilà, si on voit avec un zoom cinématographique large cette affaire-là, déjà, il y a des différenciations de vocabulaire, il y a des questions générales qui concernent tout le monde. Voilà, qu'on gère une association, une administration centrale ou une PME dans une rue pas loin d'ici, il y a des questions d'activité collective, il y a des questions de gestiologie, il y a des questions de modèles d'activité collective, et puis il y a plein de modèles qui ont des sillons culturels, des sillons historiques. Moi, c'est un sillon particulier que j'évoque, et c'est ce que j'aime toujours redire, ce qui ne revient pas à dire, que je dis qu'il faut mettre le management, les profs de management. Je dis ça parce que malheureusement, ça m'est un petit peu revenu à la figure, et je me dis, là, je cherchais dans mon livre des moments où j'ai pu être dans cette ambiguïté. Donc la deuxième façon de répondre à tes questions qui sont très importantes, c'est d'insister sur ces éléments de différenciation de vocabulaire. Et une fois qu'on a dit ça aussi, ça ouvre la porte à des questions de géopolitique. Je suis persuadé qu'il y a un management chinois qui est peut-être en train de s'inventer, qui a aussi sa propre géopolitique. Les Américains ont été très bons. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Makina, c'est Marie-Laure Salgelik qui l'a très très bien dit dans ses livres et ses articles. Voilà, il y a une géopolitique du management qui se met en place après la guerre, installée par la guerre.
qui suit les grandes plateformes des bases de GI, les zones de reconstruction, les cabinets de conseil suivent, sont dans les circuits de négociation et les mêmes circuits politiques. Et tout un management américain s'installe après la guerre et devient un outil de diplomatie américaine. Ça mérite d'être dit, mais ce n'est pas la même chose que dire tout ce qui est réflexion technique de management, c'est pourri, c'est toxique, il faut y mettre à la poubelle. Je pense que cette finesse-là de vocabulaire, il faut qu'on la tienne aussi à Paris Dauphine, en école de commerce, devant nos étudiants. Puis le troisième et dernier élément de réponse, je trouve qu'avec des situations concrètes, avec des pédagogies actives, collaboratives, on devrait plus exposer nos étudiants à cette question politique et démocratique liée au management. Alors il y a plein de courants qui le font déjà en stratégie, en approche critique, des chercheurs sur des courants pragmatistes, mais ce n'est pas assez traduit par des dispositifs pédagogiques à Paris Dauphine, en école de commerce. C'est trop un télo. Je trouve qu'on devrait mettre en place des situations pédagogiques, des jeux, des expériences sur les murs, qui rendent ces questions-là très concrètes. Je vois nos collègues aussi de l'IRISO, notamment, qui tirent dans cette direction-là, mais je trouve que ça ne s'incarne pas assez dans des situations pédagogiques limites qui feraient hurler nos étudiants. Il faut qu'on arrive à ça. Peut-être dans des cours de RH, de stratégie, de théorie des orgas. Il y a des pédagogies très existentielles qui fassent toucher quelque chose dans le ventre, et je trouve que, mais à coup pas, j'ai pas de formule magique, j'ai pas de pratique à mettre sur la table. On devrait à Dauphine et ailleurs être dans des moments pédagogiques qui ont cette existentialité, qui fassent toucher à ça, qui fassent hurler. Alors, question en lien, peut-être pour continuer à vous inviter à élaborer. Comment vous décririez le management d'aujourd'hui qui permettrait de communaliser, comme vous avez partagé tout à l'heure, en lien avec Paul Ricoeur, très concrètement, vous avez commencé à élaborer un peu. Ça ressemblerait à quoi ce management aujourd'hui dans les entreprises? Alors déjà, voilà, je ne veux pas spoiler la fin du livre où je reviens vers des travaux des collègues des mines. Voilà, je sème juste ce petit caillou un peu mystérieux qui prendra du sens sur la fin de la lecture. Mais déjà et avant tout, je pense que ce changement de vocabulaire, il n'est pas neutre, quoi. Voilà, on réfléchit avant tout, en tant que prof de management, à des modèles d'activité collective. Et il y a après des questions de management digital, de management américain, de coopérative. Voilà, il y a des choses qui incarnent, qui déclinent, qui transforment, des choses qu'on peut historiciser. Mais premier élément de réponse, pour moi, il est capital. Il est capital. Voilà, mon socle, mon espace de réflexion, ce sont ces modèles d'activité collective. Je n'ai pas précisé une chose qui est très importante. James Burnham, ce n'était pas un prof de management, c'était un professeur de philosophie politique. De philosophie politique. Et c'est la question politique qui l'obsédait dans le management. C'est en quoi l'arrivée, le développement de cette nouvelle classe sociale des managers, c'était transformatif de nos systèmes politiques. Ça changeait la nature de nos démocraties. En étant très troublé, et là il y a une jointure avec l'argument de Chapoutot, de trouver ça autant, effectivement, il voit ça dès 1941, autant au sein de l'Allemagne nazie qu'au Japon, qu'en Angleterre ou sur le sol américain. C'est très troublant cette histoire-là. Et il voit là-dedans un troisième système, au-delà du socialisme et du capitalisme. Pour lui, le management, pour dire jusqu'où va sa pensée politique, c'est un autre système politique qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, pour répondre à votre question, je reste sur mon sol un peu politique, et je pense que il y aurait 1000 nuances à apporter dans ce que je dis. Le courant critique a fait un premier pas dans cette direction. Il y a une réflexion politique plus générale qu'on n'a pas assez dans nos murs et qui devient urgente. Elle est connectée à l'Anthropocène, elle est connectée aux problèmes graves que sont en train de connaître nos démocraties. Moi, j'ai peur tous les jours, voilà, peut-être parce que je vieillis et que j'ai en mémoire quelques éléments de mon passé vécu ou raconté par mes grands-parents. Il y a des anecdotes qui convergent étrangement. Il y a des peurs qui commencent à m'habiter de plus en plus. Et le management n'est pas à côté de tout ça. Voilà, l'essentiel de nos temps de vie, de discussion, de formation d'un consensus, de fabrication politique de nos sociétés, ce sont dans des espaces-temps qui sont liés à cette gestiologie. Ce n'est pas dehors, ce n'est pas à côté, ce n'est pas imputé, ce n'est pas raisonnant. C'est un espace capital de transformation.